Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine qui suit le samedi 10 octobre 2020, directement de Mont-Saint-Hilaire, le numéro 41. Conception animation Richard Glenn. Notre invité, observateur et analyste. Vous connaissez le jeu Jean dit? Eh oui, ça nous prenait Jean Deflore qui est avec nous encore. Jean dit montrer patte blanche. Il y a une version d'une heure et plus dans le club créé pour les abonnés au club créé du mois d'octobre 2020. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant dont le lien est disponible juste ici en bas du Vidéorandia, premier commentaire. La version audio MP3 par Jean-François Poulain. À la régie, Geneviève, mieux connue ici sous le nom de Spirale. Alors, Jean dit montrer patte blanche. Bonne écoute. Au moment où nous avons enregistré, c'était sur la fin de l'après-midi, fin de la journée. Et on voit la silhouette de Jean. Ah, ben oui, Jean. Allô? Salut Richard. Ça va bien? Bonjour à tout le monde. Bien oui, ça va quand même assez bien dans l'ensemble. Avec un paysage comme celui-là, hein, quand on se lève le matin puis on voit ça, quand on regarde dehors puis on voit ça, quand on se promène dehors puis on voit ça. C'est agréable. C'est très agréable. C'est très chaud cependant parce que le niveau d'humidité est très élevé. J'ai toujours dit à mes amis que le mois de septembre, là on est rendu en octobre, là, mais le mois de septembre, début octobre, là, mais surtout septembre, c'est le mois le plus chaud de l'année en Floride à cause de l'humidité. Ah, c'est ça. Puis nous, au Québec, tu leur fais savoir que c'est le plus beau mois de l'année au Québec parce que tout est en couleurs multicolores. Et justement, ils ont séparé la province en différentes couleurs à cause du COVID, là. Il y a des zones jaunes, des zones vertes, des zones oranges, puis des zones rouges. À Mont-Saint-Hilaire, on a toutes les couleurs. On a du vert, on a du jaune, du rouge. Comment? C'est parfait pour le mois d'octobre, d'avoir le Québec en toutes sortes de couleurs comme ça. Oui, par contre, on n'a pas l'humidité ni la chaleur que toi, là. Tu regrettes toujours pas d'être rendu en Floride, hein, Jean? Non, au contraire. Et puis, justement... je vous l'avais dit, toi, Richard, je t'en avais parlé en privé, je savais, je pressentais, puis même on savait, parce que dans le fond, le gouvernement Legault nous avait averti qu'on irait en confinement. Et moi, il n'était pas question que je refasse un autre hiver en confinement. Et puis, dans les notes que justement je t'ai envoyées pour l'émission, je veux montrer aux gens à quel point ils ont l'intention d'étirer ça le plus longtemps possible. Je vous envoie là, aujourd'hui, je vais vous partager quelques écrans avec vous. Et puis, j'espère que là, on va y arriver. On va les voir juste ici derrière. Oui, bon. Alors, ça, c'est une citation qui a été prise dans le journal Métro. Là. Vous savez, le journal qu'on distribuait autrefois dans le métro. Je pense qu'il est rendu à bien d'autres endroits, mais il est aussi sur Internet. Alors, on est dehors. On va avoir quelques camions de livraison. Ça, c'est... la messagerie qui passe, mais pas ici, mais passe dans la rue. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, le grand titre, c'est COVID-19. Il pourrait y avoir d'autres vagues, évoque Legault. Alors, dans cet article-là, on parle de 3 et même 4 vagues. Et ça a été publié il y a quelques jours de ça. Attendez, on va retrouver le 29 septembre. Il y a à peine une semaine à peu près. Alors, c'est ça. Donc, on voit bien ce qui se dessine au Québec. Au Québec, mais en France, c'est la même chose. En Belgique, c'est la même chose. C'est la même chose dans tous les pays qui se sont conformés à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas le cas des États-Unis, qui a arrêté de payer pour ça. Et c'est une organisation étrange, en tout cas. Ou encore certains pays qui sont en transition pour une nouvelle alliance avec la Chine. Parce que ce qu'on remarque, je vous l'avais mentionné, les pays du Commonwealth sont en train de se restructurer suite au Brexit, parce que l'Angleterre va avoir besoin d'accords de libre-échange avec d'autres territoires pour s'assurer que son économie continue de performer, parce que c'est une économie qui est quand même assez performante. Alors, ils n'ont pas le choix de trouver d'autres avenues. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs pensent que au-delà de la Chine, il y aurait eu une coopération avec
avec l'Angleterre dans tout ce dossier-là. On sait que tout le dossier anti-Trump qui est sorti et qui a été financé, là, c'est ce qu'on a appris cette semaine par les gens autour de Hillary Clinton et ses acolytes ce qu'on appelle le Deep State, hein, l'État profond. Ouais. Alors, eh bien, on sait que les services de renseignement britanniques travaillaient activement à discréditer l'administration de Trump. Alors, je vous envoie quelques articles comme ça pour vous montrer ça. Alors, mais avant d'aller plus loin, Richard, ce que je veux surtout te partager, c'est dans toute cette histoire-là de COVID, pendant que nous autres, on dit que ça pourrait durer encore des semaines, en Allemagne, on apprend qu'un des ministres nous dit que c'est extrêmement dommageable pour, pas seulement pour l'économie, mais pour aussi les gens. Hein? Il dit bien, le ministre du gouvernement de l'Allemagne, que le confinement va tuer plus de gens que la maladie elle-même. Ouais. Hein, c'est toutes des choses qu'on avait parlé il y a des mois de ça. Je sais que dans le dernier vidéo Randia, il y a des gens qui m'ont écrit, ils m'ont dit soit sous le vidéo ou ailleurs, là, dans les commentaires, t'as pas besoin de te justifier autant. Mon commentaire par rapport à ça, c'est juste pour démontrer aux nouveaux qui nous accompagnent, parce qu'on a parti le canal sur YouTube à quelques 100 personnes, alors qu'à l'époque, tu étais sur Vimeo avec Jean-François Poulain où tu avais quelques milliers de personnes, 1000 ou 2000, mais là, tu es rendu à plus de 5000 personnes qui te regardent, et puis les vidéos qu'on fait ensemble tirent largement plus. Il y en a qui sont à 6000, 7000, oui. Alors 8000. Donc, c'est important de remettre un petit peu en perspective que ce que l'on discute, on est toujours un petit peu à l'avant-plan, hein, Richard, dans nos conversations, en avance, je devrais dire, sur les événements. Des fois, c'est quelques semaines, des fois, c'est quelques jours, mais des fois, c'est plusieurs mois. Et puis, quelquefois, des années. Hein, on se rappellera qu'on avait parlé des bitcoins avec Jean-François Poulain avant même que ça soit populaire, là, que les gens connaissent ça à l'époque. Que ça atteigne un sommet de 20 000 $, là, le Bitcoin. Exactement, exactement. Oui. Alors, moi, je sais que toi, tu aimes beaucoup les pays scandinaves. Hein? Tu es souvent présenté un défendeur des pays scandinaves. Tu aimes beaucoup leur approche, leur façon de faire. Eh bien, outre le modèle suédois que tu as souvent parlé avec tes autres chroniqueurs réguliers, il y en a un autre qui s'est démarqué depuis quelques semaines, c'est le Danemark. Ouais. Alors, en même temps que le premier ministre Legault faisait ses annonces de 3e et 4e vague, qu'il fallait être prêt à être barricadé enfermé jusqu'au printemps. Hein. Si on a une 2e, une 3e, une 4e vague, ça veut dire qu'on est là-dedans jusqu'au mois d'avril. Alors, vous voyez, au Danemark, eh bien, c'est le retour à la normalité avant COVID. Alors, pas de masque, pas de distanciation dans les écoles, juste ce qu'on appelle du gros bon sens. Mm-hmm. C'est intéressant, hein, tout ça, de voir comment oui. Vous m'aviez posé la question, je pense, dans une des 2 dernières émissions que j'ai participé. Est-ce que c'est la même chose partout? Puis je t'avais dit non, c'est très différent d'un endroit à l'autre. On a vu qu'en Chine, il y a quelques semaines, on avait eu des images d'un rave. Un rave, c'est un party là, en plein air où il y a plein de jeunes qui dansent sur de la musique électronique. Sauf que depuis ce premier vidéo-là, il y en a eu plein d'autres. Alors, c'est pas juste une affaire d'une fois pour servir de propagande. Hein. Et puis, dès le mois de avril, les usines tournaient à plein en Chine, puis on pensait que c'était de la frime, alors qu'en réalité, c'était vrai. Elle roulait pour de vrai. Ouais. Tu te souviens, Richard, quand on s'était vu au mois de février, on avait regardé ensemble des vidéos à Québec de ce qui se passait en Chine, et puis les gens s'effondraient, hein, ils tombaient la face la première, ils étaient en convulsion, puis tout ça. Puis tu m'avais dit, il faut être prudent, là. Puis moi, j'avais dit oui, évidemment. Et puis, moi, à l'époque, ce que je considérais, c'est
ça avait l'air d'être une mise en scène, évidemment, par la façon dont on voyait les vidéos d'effets, mais plus que ça. Je crois qu'ils ont même utilisé les villes fantômes, les villes qui sont construites, là, puis qui n'y a pas d'activité, qu'il n'y a personne qui vive dedans, comme théâtre, comme décor pour pour faire ces petites productions-là qu'on nous envoyait, parce qu'on sait que c'était toujours des petites productions de courte durée, hein, comme la plupart des vidéos sur YouTube, pour justement créer cette ambiance de terreur à travers le monde. Et puis, j'essaie juste de retrouver un article qui a été publié dans le Sun, qui a été écrit par un avocat américain, qui justement, lui, sa thèse, c'est que la Chine, elle a monté de toutes pièces cette affaire de coronavirus dans le but de créer un basculement économique à l'échelle mondiale. Alors, vous vous souvenez que je vous dis tout le temps qu'il faut être prudent parce qu'on essaie de faire porter les chapeaux aux États alors que c'est des groupes d'individus extrêmement bien nantis, hein, la plus petite tranche de la population qui fait sa guerre de l'élite. Alors, est-ce que tu m'entends encore, Richard? Oui, oui. Ah bon, OK. Bon, ben donc, moi, j'ai un sujet aujourd'hui que j'aimerais vraiment développer avec vous pendant quelques minutes. Et puis, après ça, bien, s'en aller vers les autres trucs. Un autre petit coup, là, souffler un autre petit coup dans ma trompette, là. Vous vous souvenez que je vous avais parlé qu'on allait annoncer bientôt le programme spatial américain officiellement pour retourner sur la Lune et tout ça. Bon, ben, regardez, alors le 26 septembre, des officiels de la NASA ont dévoilé un plan de 28 milliards pour mettre la première femme sur la Lune, pour déposer la première femme sur la Lune. Et ce que j'ai trouvé intéressant de cette affaire-là, c'est que... C'est quoi ça, la femme? Ah, le pape. Ah oui, ça, on va en parler, non, mais c'est quoi, tu dis de déposer la première femme? Sur la Lune. Tu parles de l'agent féminin, là? Oui, oui. OK, on dirait que c'est un objet, on dirait que c'est une chose. On va aller mettre sur la Lune une antenne de communication. Là, on va mettre une absolument. Femme. C'est ça, mais c'est le même, hein, de nos jours. Hein, une femme, un homme, un blanc, un jaune, ben, quand on dit un homme, on s'en sauve. Vert. Quand on dit un homme, ça veut dire un représentant de l'humanité. Oui. Homme et femme. Alors, non, mais parce qu'avant, c'était des hommes. Alors là, c'est toute l'agenda... on catégorise, là, bientôt on nous dira qu'on déposera le premier transgenre sur la Lune. Après c'est ça. On est rendu des choses comme dans un magasin de bibelots en porcelaine. Là, puis ça, c'est un homme, ça, c'est une femme. Il faut répondre à chaque segment de la société. Hein. Alors, il faut que chaque segment retrouve son représentant. Puis attention de la façon dont on les qualifie. Hein. Il ne faut pas dire un noir ou un nègre ou un... Ah non. C'est un homme de race noire ou... Puis encore. Ah, je te dis, on est rendu dans un monde de fous. Alors, c'est ce qu'on appelle le dislocage intellectuel, la dissonance cognitive. Et moi, je vais te dire, Jean, il n'y en a plus de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand on ne comprend plus rien, parce que ça devient contradictoire, ça devient tout mélangé. On ne sait plus à quel sens se vouer. Maintenant, là, on se calme. On est dans un monde de fous qui gère le monde en fous et on nous prend pour des fous. C'est là la dissonance cognitive. Arrêtons de penser qu'on est des fous parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On comprend très bien ce qui se passe. Et dès le moment qu'on comprend très bien ce qui se passe, on n'est plus en dissonance cognitive. On sait qu'il y a un agenda, qu'il y a un plan, qu'il y a des gens qui veulent rendre fou tout le monde. Et bien là, moi j'ai un peu joué le jeu avec Jean, là, parlant de la femme. De quoi tu parles, femme? C'est quoi ça? Tu sais, parce que c'est comme tous des attributs différents pour morceler la société et nous empêcher de voir clair. On se demande toujours, est-ce qu'on fait un faux pas? Est-ce qu'on comprend bien? Il n'y a rien à comprendre dans un monde de fous. Bon, alors on va continuer avec Jean là-dessus.
Oui, non, je suis bien d'accord avec ce que tu dis, Richard. On a déjà parlé de dissonance cognitive et puis oui. aussi on a parlé de predictive programming. Alors, tout ça, c'est, c'est une grande opération psychologique à laquelle on fait face. Hein, et les enjeux, les champs de bataille, ils sont plus ceux qu'ils étaient autrefois où on s'envoyait des bombes, là. Attends un peu. Hannah Arendt, qui est une juive qui travaillait, qui était en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale et qui a essayé d'accéder au fameux procès de Nuremberg pour voir comment vont être traités les criminels de guerre nazis. Et elle était trop jeune, elle avait 17 ans, on lui a fermé la porte. Puis elle s'est rabattue sur les procès des grands criminels nazis qu'on a récupérés par après. Et Hannah Arendt, elle a dévoilé la liste des méthodes utilisées par les nazis à l'époque, qui sont actuellement les mêmes méthodes utilisées par les gouvernements. Bien sûr. On est dans une troisième guerre mondiale qui est plus subtile. Comme tu dis, c'est pas les bombes atomiques, c'est les bombes psychologiques, c'est les bombes génétiques. Quand tu disais tantôt qu'il y avait des gens qui tombaient à genoux, là, ça avait l'air comme du théâtre, on s'est aperçu que dans des endroits où on a activé la 5G, il y a eu des enfants qui s'en allaient vers l'école primaire, la 5G venait d'être activée et les enfants perdaient force, ils perdaient le contrôle de leurs jambes. Ici, là, en Amérique, là, on ne parle plus là, en Chine. Là. Alors, il y a même des professeurs qui ont eu des réactions de cette nature-là. Alors, tu vois, on veut changer le monde, là. 5G, On veut le changer de gré ou de force, puis on veut le changer vite, puis on attire le monde sur quelque chose qu'on appelle le COVID-19. Pendant qu'on est attiré à regarder là, il se passe d'autres choses de l'autre côté. Les techniques de la magie, hein? On attire l'attention sur une main pendant que l'autre va chercher quelque chose dans sa poche. tout à fait, tout à fait. Et puis, ben, c'est un petit peu ce qui m'amène à vous parler de l'autre sujet, mais juste pour compléter pour le truc de la NASA, là. T'as bien dit compléter, Et, hein? T'as pas dit comploter, hein? non, non, j'ai dit compléter. OK. Alors, et de toute façon, il n'y a rien de mal à être un complotiste ou comment on dit ça plus correctement en français, là, un conspirationniste. Non, un complotiste, ça c'est la façon française, et puis Oui. le conspirationniste, c'est la version anglaise. Ouais, mais conspirationniste, ça voudrait dire, d'après ici, la définition qui est fausse, c'est de préparer des conspirations. Alors qu'un conspirationniste, c'est pas un conspirateur, Exactement. c'est Ou celui un qui analyse complot. les conspirations. C'est celui qui dit, tiens, Exactement. Alors, il n'y a rien de mal à ça. ben non. Il s'agit de faire la part des choses. Et de toute façon, la plupart des actions politiques sont des complots. Alors, il faut pas se le cacher. Là. Un complot, c'est deux personnes ou plus qui se mettent ensemble pour planifier une action. Donc, ces deux personnes, là, c'est pas un critère qui est très difficile à rencontrer. Là. Alors, non, C'est une action néfaste contre quelque chose ou contre quelqu'un. oui, C'est ça que ça devient néfaste. Parce que dans exactement. les équipes de football, ils font toujours des Caucus. caucus. C'est ça, ils préparent les plans. C'est pour être plus puissant à l'attaque et être coordonnés les uns avec les autres. Mais un complot, c'est vraiment, on prépare, bon, ben là, on va faire un fumble. OK, manquez pas votre coup, on attrape. Dès que le corps arrière attrape le ballon, on saute dessus. Hein? Ce qu'ils appellent un fumble. Ça veut dire foncer vers le corps arrière avant qu'il ait le temps de se placer puis de faire une passe. Et ça se fait à l'occasion dans certains mouvements de jeux football américains, évidemment. Mais Jean, Moi, c'est bon ce que tu nous amènes comme information. Je vais te laisser quand même continuer. Mais pour donner une idée aux gens, ah oui, parce que j'ai intitulé la rencontre d'aujourd'hui, Jean dit. Hein, c'est le jeu des... Quand on est jeune, on joue à ça. Jean dit, mets ta main sur la tête. Enlève-la. Oui, c'est Dépêche-toi. vrai. Oui, Non, oui. non. Si Jean dit, enlève Ah oui, ta oui. main, t'enlèves ta main. C'est ça, là, on peut l'enlever, là. C'est Ouais, ça. c'est ça. Il faut que ça soit toujours Si on Jean dit dit. enlève ta main puis tu l'enlèves avant, ben là, t'as perdu. Parce qu'on n'a pas dit Jean dit. Mais là, on a notre Jean avec nous. Jean dit. Alors, Jean continue à dire beaucoup de choses, mais derrière Jean- tout ça, il y a des choses, on s'en est parlé avant de commencer l'émission, qu'on ne peut pas révéler. Ça serait de se mettre la tête sur le bûcher ou en dessous de la guillotine, parce que c'est ça qui est préparé, les guillotines. Hein. Il y avait des wagons pleins de guillotines, là, des wagons blancs. Là. Ils vont les sortir, puis ils vont s'en servir à un moment donné pour les réfractaires.
Non, on verra, on verra. Ça, c'est le scénario pessimiste, mais T'es encore moi, optimiste? oui, moi, je suis pas, moi, je suis encore optimiste on va passer à d'autres choses intéressantes. La question qui est demandée par ton public, est-ce que Trump va gagner les prochaines élections? Oui, oui, ça, la seule raison qu'il ne gagnerait pas, c'est que les Américains n'iraient pas voter. C'est ses partisans, là. Et puis, c'est de la façon que les choses s'orientent, c'est plus ceux des démocrates qui n'iront pas voter parce qu'ils ont un profil, ils leur ont fait peur. C'est aussi simple que ça. Alors, on regarde dans les apparitions publiques de Joe Biden. Alors, il y a très peu de gens. On les compte par dizaines, parfois même à l'unité. Alors que les événements où Trump fait des apparitions ou même ne fait aucune apparition, exemple les parades de bateaux qu'il y a en Floride et ailleurs, sur les Grands Lacs et tout ça, sur la côte du Maine, il y en a eu plusieurs durant l'été. C'est des milliers de bateaux qui se retrouvent là avec des quelques personnes sur chaque bateau. Alors, on voit bien que l'enthousiasme n'est pas tout à fait le même. Hein? C'est sûr que tu me diras c'est un gros party, il tourne ça en party, mais pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Avec Et le long des routes, c'est la même chose. Et puis quand Joe Biden se rend quelque part, le plus grand nombre de partisans qui sont présents lors de ces déplacements, ben, ce sont des partisans de Trump qui lui recommandent de retourner chez lui dans son sous-sol. Parce qu'il y a comme un gag, comme on dit, un running gag, une farce qui se poursuit. C'est que Joe Biden, durant la crise, faisait ses apparitions depuis son sous-sol. Il n'en sortait pas. Alors, donc là, les Américains ont saisi ça pour comme le ridiculiser. Ouais. Mais le dernier débat là, des deux vice-présidents en proposition, c'est elle, la femme, justement, dont on parlait tantôt, l'agent féminine, qui a gagné beaucoup de plumes auprès des autres femmes aux États-Unis, qui voteraient majoritairement pour elle, parce que c'est une femme et qui a très bien parlé contre le vice-président proposé pour l'équipe de Trump, qui a été très calme, puis tout le monde s'est dit, hey, lui devrait se présenter à la place de Trump, il y aurait peut-être plus de chance parce qu'il a l'air d'un homme calme, en pleine possession de sa tête et de ses idées, ouais. Ben, je vais dire, je l'ai pas écouté ce débat-là parce que c'est insignifiant dans l'ensemble des choses, là. Ouais. Il y a personne qui va choisir son vote en fonction, qui va prendre sa décision en fonction de ce débat-là. Alors que peut-être qu'il devrait, parce que Joe Biden a des problèmes de santé importants. Donc, si il était élu, c'est elle qui deviendrait la deuxième personne en autorité, donc la vice-présidente qui pourrait remplacer éventuellement le président s'il ne finissait pas son mandat. Ouais. Ce qui est possible, hein, avec l'état de santé qui est très mauvais. Et tu lui donnes un peu de crédit à cette femme-là, à part du Parti démocrate? Non, Mais, non, c'est une totale insignifiante. Et en plus, elle est associée au service de renseignement. C'est un pion d'un des services de renseignement. Ce qu'il faut comprendre aux États-Unis, on n'en a pas vraiment parlé dans les émissions, mais il y a énormément de représentants au Congrès qui ont eu des carrières dans les services de renseignement. Et ça, c'est quelque chose généralement que tu en sors jamais vraiment. Là. Tu travailles pour un service de renseignement, ben, tu y es associé toute ta vie. Là. À moins de prendre une retraite complète et puis que tu ailles strictement faire du jardinage sur ton terrain. Là. Si tu as une vie professionnelle là, engagée, là, tu es toujours associé à un service de renseignement. Oui, éternellement jusqu'à ta mort. Si tu sors du pays, tu peux même être coupé de ta pension. Parce que, à moins d'avoir eu l'autorisation, copiée, plusieurs copies de permission pour sortir des États-Unis, si tu as travaillé au service de renseignement, ne sors pas du pays. Tu es trop informé, tu as trop de connaissances qui pourraient déranger, qu'on ne veut pas que tu risques d'aller dire des choses ailleurs. Ah oui, c'est un beau pays, les États-Unis, hein? Mais c'est pas différent ailleurs, hein? Si tu travailles pour un service de renseignement, c'est la même chose ailleurs. OK.
C'est ça qu'il faut pas se tromper, là. Faut pas se leurrer, là. Disons, quand il reste 3 pieds de neige ici au Québec, là, c'est sûr qu'on va tout envier d'être en Floride. Oui, mais écoute, il y a d'autres endroits aussi que les gens qui ont les moyens au Québec pourraient penser d'aller. D'ailleurs, c'est une des questions qui a été soumise par l'auditoire à des gens qui me demandaient est-ce qu'on devrait demander notre comment on disait ça, notre attends une petite minute là, je vais le retrouver là, pas notre asile politique, mais oui, pratiquement là, notre asile politique, c'est ça. Notre statut de réfugié pour aller vivre aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui a posé cette question-là. C'est une bonne question du point de vue de celui qui voudrait quitter le Québec. Malheureusement, il n'y a pas de fondement pour faire une demande de réfugié en ce moment. Là. Faire une preuve, monter une preuve que tu es persécuté par ton gouvernement, là, ça serait plutôt difficile malgré tout ce qui se passe avec les histoires de COVID. Et souvent, les statuts de réfugiés, ça passe par l'Organisation mondiale, l'ONU, avec l'Organisation des réfugiés. Alors, je pense que ça serait très difficile de monter un dossier qui dénoncerait des activités d'une des organisations de l'ONU pour obtenir un statut de réfugié. On peut le demander directement à un pays, mais c'est peu probable que ce soit la bonne approche. D'autres m'ont dit pourquoi pas aller vivre ailleurs. Oui, bien sûr. L'Asie est parmi les pays que nous on avait regardés, certains pays de l'Europe de l'Est, le Mexique. Alors ce sont des différents endroits à considérer, mais il y a toujours la question des transports. Et ça me ouvre une opportunité de te parler de une des nouvelles façons qu'ils ont trouvées avec la COVID de nous confiner, c'est en restreignant le transport aérien. Oui, les lignes aériennes fonctionnent, mais avec des horaires réduits. Et pourquoi on fait ça? C'est pas compliqué. Il y a deux grandes ressources dans les pays. Il y a les ressources naturelles et les ressources humaines. Donc, en rendant très difficile les déplacements de population, on confine les populations dans leur pays. Et puis, les ressources naturelles, elles sont dans le sous-sol du pays. Donc, de cette façon-là, on est bien placé là, pour faire une espèce de grand reset du système financier, comme on a déjà parlé. Et puis, les bruits s'intensifient que les États-Unis vont adopter une crypto-monnaie dans les prochains mois. Les rumeurs s'intensifient. On se rappelle que je vous avais parlé de ça au début de la crise. Je vous avais dit qu'il y aurait des événements sur le plan financier qui seraient importants. Oui. Et puis que moi, j'anticipais qu'on verrait les crypto-monnaies remplacer les devises papier. L'Amero? Non, parce que le Canada... alors là, ça rouvre toute la question à mon sujet d'aujourd'hui. Alors, allons-y. Pourquoi pas, probablement pas une devise pour l'Amérique du Nord, ou en tout cas pas en ce moment, tant que l'élection ne sera pas réglée. Hein. On comprend que l'élection aux États-Unis, c'est pas seulement le choix du président, mais c'est plutôt le choix du prochain système auquel on sera soumis, de quel groupe sortira victorieux. Aujourd'hui, alors qu'on enregistre le 8, n'est-ce pas? On est le 8 octobre. La Cour suprême des États-Unis ont confirmé le maintien du système des grands électeurs et l'obligation pour les États qui forcent un grand électeur à respecter une décision de s'exécuter, de respecter cette décision pour un candidat ou pour un autre. Alors, à la prochaine élection, on ne devrait pas voir de grands électeurs changer de candidat. À la dernière élection, on en avait vu qui avait été désigné pour Hillary Clinton et pour Donald Trump, voter pour une autre personne qu'ils pouvaient désigner. Car les grands électeurs peuvent désigner des candidats qui ne sont même pas, qui n'ont même pas reçu la majorité des votes. Ah, ouais. Oui. Alors, cette décision-là a été rendue aujourd'hui, rendue publique aujourd'hui,
Et puis, c'est en lien avec ce qu'on avait parlé, une des dernières émissions, où on avait parlé justement de comment se faisait l'élection du président avec les grands électeurs. Donc, ce que la Cour suprême, elle dit entre les lignes, c'est elle dit, si vous voulez changer votre système, soit les citoyens ou le gouvernement, ben vous devrez faire un amendement constitutionnel. Pour l'instant, c'est le système et il demeure en place. Juste terminer avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi je vous avais parlé du truc de la NASA? Parce qu'il y avait une phrase très importante. Le projet Artemis, le programme Artemis, is well underway. Il est bien en route, il est bien en cours. Alors, on se souvient qu'on avait parlé qu'il y avait déjà de l'activité sur la Lune, il y avait déjà eu des trucs d'engagés. On sait que les Chinois ont été pour faire des relevés, mais les Américains aussi, avec leur programme secret, ils sont déjà en train de faire des travaux préparatoires là-bas. Et on parle d'un échéancier très, très, très court. Donc, je vous invite à lire cet article-là et je suis certain que Gilles le mettra dans... Moi, je vais tout envoyer ça à Gilles. Et puis, d'habitude, il nous trouve des belles traductions françaises, alors vous pourrez en savoir plus. Mais on voit que ça se déroule, là. C'est des choses qu'on avait encore parlé il y a plusieurs mois de ça. Bon. Alors, moi, où je veux vous amener aujourd'hui, eh bien, c'est sur un autre terrain. Allons voir. Je vous parle de l'eau. Justement, il y a quelqu'un qui nous a posé la question dans le canal. Oui. Vous nous parlerez de l'eau. Ah ben, ça tombait pile parce que c'était une des choses que je voulais vous parler. Alors, le Canada se trouve dans une situation extrêmement intéressante en ce moment. Et pour ceux qui cherchent des bonnes nouvelles là, pour les Canadiens, ben en voilà. Alors, d'un côté, la Chine convoite à améliorer ses relations avec le Canada et les États-Unis également. Il y a deux choses qui se passent actuellement. Dans la Chine, eh bien, elle a déjà le contrôle du port à Vancouver et elle a aussi plusieurs ressortissants d'âge militaire bien placés en Colombie-Britannique. C'est intéressant de constater que durant la crise, les règles de confinement n'ont pas été les mêmes en Colombie-Britannique qu'ailleurs dans l'est du pays, où il y a moins de ressortissants chinois. Donc, il n'y a pas de hasard dans tout ça. Et qu'est-ce que la rumeur qui circule, et puis c'est Dave Hodge qui a sorti cette information-là, et ça fait déjà un petit moment qu'il la travaille, mais c'est que Dave Hodge prétend que la Chine travaille avec le Canada pour faire du Canada le pays le plus riche du point de vue un des pays les plus riches du monde, et plus particulièrement à cause de l'exploitation des ressources d'eau. On sait qu'actuellement, aux États-Unis, il y a des pénuries d'eau, en Europe, il y en a, mais surtout en Chine. Et avec le dégel avec le mouvement, le déplacement du pôle et le dégel dans l'Arctique, eh bien, avec les mouvements, on a déjà expliqué qu'il y avait un début de micro-ère glaciaire, mais que le pôle, la partie gelée se déplaçait. Geneviève nous confirmait, entre autres, qu'en Islande, ils avaient eu un été plus froid, etc. Et bon, le passage au nord s'est ouvert, mais aussi, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a plus d'eau potable qui devient disponible au Canada. Et la Chine voit le Canada comme un partenaire de premier rang, comme les États-Unis voyaient l'Arabie saoudite comme leur partenaire de premier rang pour le pétrole. Donc, ça veut dire que le Canada deviendrait le premier fournisseur de matières premières à la Chine pour soutenir son expansion au niveau international, et en commençant par l'eau.
mais évidemment, ben, on en vendrait à d'autres, aux États-Unis, etc. Ils importeraient l'eau potable qu'on a ici au Canada. Exactement. Mais il faut savoir que l'eau potable du Canada, qu'on pense être très, très riche de l'eau potable dans les lacs ou dans les grands lacs, comme on dit, ils sont en eau non salée. Bon, c'est de l'eau potable, presque. On a juste à la purifier un petit peu, puis ça va passer. Sauf que c'est pas une eau qui se renouvelle. C'est une eau qui va baisser. La quantité d'eau potable baissera si on commence à l'exploiter considérablement comme si c'était du pétrole. Et là, c'est pas par la pluie, par la fonte des neiges l'hiver qu'ils font au printemps qui va remplir les lacs, jamais. On sait qu'on avait déjà cette eau-là depuis des temps très, très, très anciens. Ça a été prouvé par les géologues qui disent qu'au Canada, on se leurre en croyant qu'on a une réserve d'eau potable tellement considérable que c'est presque infini, parce que ça se renouvelle par les pluies. Non, c'est faux. Ça ne se renouvelle pas par les pluies. C'est une quantité d'eau considérable, effectivement, mais qui ne se renouvelle pas à la même vitesse que la pluie qui va tomber. Ça diminue toujours. Mais si ils commencent à faire des gros tankers, là, comme ils font pour des pétroliers, ben là, ils vont nous vider nos lacs, puis on n'en aura pas de rechange. Là. Ça ne sera pas mieux. Je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas inventé des machines pour désaliniser l'eau de mer. Oui, ça existe. Le problème, c'est les coûts associés à ça. C'est plus facile d'exploiter les eaux de surface que de désaliniser. Oui. Alors, entre autres, ce que vous avez à l'écran, les quelques images que vous voyez à l'écran, ça c'est une compagnie qui s'appelle Sprague Bags. Ils font des sacs géants tirés par des bateaux. Je ne sais pas si on va bien avoir celle-là. Ici, en avant, il y a un petit bateau de rien, et puis à l'arrière, c'est un sac géant. Et puis, l'idée là-dedans, c'est ils sont en mesure de les attacher en série en arrière des bateaux et de les tirer avec des paquebots, des tankers. Ouais, ils font la même chose avec des icebergs. Ils accrochent des icebergs, puis ils les tirent. Oui, sauf que l'avantage de ça, c'est qu'il n'est pas fondu rendu à l'autre bout. Oui, alors, on voit que c'est énorme. Oui. Je ne sais pas si Geneviève est capable de nous le montrer. Alors ça, c'est le site de la compagnie. Bon, Ça, c'est une technologie que ça fait quand même une dizaine d'années qui existe, mais ils ont fait du chemin et elle est utilisée en ce moment. C'est ça la nouvelle en arrière de tout ça, c'est que bien qu'ils ne transportent pas d'eau par pipeline parce qu'ils ont rencontré trop de difficultés, eh bien la façon courante maintenant, c'est de transporter de l'eau dans ces immenses sacs. Et là, ça a lieu en ce moment, ça court en ce moment. Donc, on voit que les environnementalistes ne se sont pas attaqués à ce problème-là parce que je suis d'accord avec toi que la ressource de l'eau n'est pas renouvelable. Cependant, on doit se poser comme question, une ressource, si on ne l'exploite pas, elle ne vaut rien. Alors, si l'eau coule dans le fleuve Saint-Laurent, puis elle s'en va vers l'océan, eh bien, c'est une ressource qui est perdue. Ouais, donc, la question, c'est quel est l'équilibre qu'on doit retrouver pour l'exploiter sans la surexploiter. Un peu comme les forêts, d'ailleurs. On a comme trouvé, avec les décennies, les bons taux de renouvellement pour pouvoir l'exploiter. La même chose avec la pêcherie. Puis avec la pêcherie, on a inventé les fermes à l'intérieur même de l'océan. On en a dans l'Atlantique, dans l'océan Atlantique au Canada, puis même du côté Pacifique. Là, tu nous dis qu'il fait très chaud actuellement en Floride, et surtout à cause de l'humidité. Mais tu connais ça, les déshumidificateurs qu'on met dans un sous-sol et qui, en l'espace de 12 heures, a rempli tout son réservoir en déshumidifiant l'air. Tout à fait. Utilisant ce mécanisme-là, les gens auraient accès à de l'eau pas salée, peut-être la purifier avec un filtre et puis avec l'ultraviolet, puis à partir de là, c'est buvable. Tout à fait. Et c'est même faisable dans des régions arides. Il y a des gens qui ont développé des technologies pour ça. Encore faut-il de l'énergie, parce que c'est le principal problème. C'est un autre problème, l'électricité.
Alors, si tu es dans une région où le climat est aride ou tempéré, un peu, ou même tropical, là, c'est pas difficile parce que tu peux avoir des panneaux solaires qui vont faire le travail, etc. Mais en Chine, on oublie souvent que il fait froid en Chine. C'est comme le Canada. C'est pas un pays tropical, la Chine, là. Il y a des zones très, très, très froides, puis il y en a d'autres un peu plus comme Vancouver, où on n'a pas nécessairement du gros froid durant l'hiver, mais c'est quand même froid, là. C'est pas le Mexique, on va dire. Non, en effet, oui. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Ben, c'est que là, il y a une espèce de combat, comme j'ai dit, pour aller chercher le Canada et l'allégeance du Canada. Et puis, une nouvelle qui est sortie presque inaperçue, c'est que Trump il a signé un ordre exécutif annonçant la mise en place du fameux train entre l'Alaska et le Canada. Alors, ça fait des décennies. Imaginez-vous donc qu'il n'y a pas de train entre l'Alaska et le Canada. C'est surprenant, hein? Oui, alors, parce que je pensais qu'il y en aurait eu un pour suivre toute la côte ouest et pour descendre de l'Alaska justement jusqu'aux États-Unis. Non, ils n'en ont pas. Alors, il n'y en a pas. Et finalement, il a annoncé qu'il endossait le projet. Et ça, c'est très intéressant, encore une fois, ça passe pas par la Colombie-Britannique, mais ça passe par le Yukon et pour descendre vers l'Alberta. Oui, parce que les montagnes rocheuses, c'est toute une chaîne de montagnes très difficile à franchir en train. Il vaut mieux aller dans les plaines plus centrales, ça va être plus facile. Mais à partir de là, à côté du rail de train, on passe un aqueduc. Un pipeline et un aqueduc, exactement. Ben voilà. Parce que un oléoduc, non, ça c'est de l'huile. Un oléoduc, effectivement. Ben, je trouve ça intéressant que tu dises. Un pipeline, oui, oléoduc, ça c'est pour l'huile, le pétrole. Gazoduc, c'est pour le gaz. Oui. Puis l'aqueduc, ben, c'est pour de l'eau. C'est ça. Alors, et là, qu'est-ce qui est en train de sortir aussi une autre nouvelle? C'est tous des petits bouts là, qu'on met ensemble. Oui, suivez-moi là, puis on met ensemble les petits morceaux de casse-tête là. Alors, c'est Joseph P. Farrell qui a remis d'autres morceaux dans ce casse-tête-là que je vous parle aujourd'hui. Alors, on a vu tantôt, donc il y a du côté américain un plan pour faire en sorte que les ressources naturelles voyagent entre les États-Unis et le Canada. Et Joseph Farrell, lui, nous présente aussi ce qui se passe du côté de la Chine, la Chine, elle a aussi ses visées, on le sait, avec la nouvelle route de la soie, et la Russie est un de ses partenaires. Mais qu'est-ce qu'on apprend? C'est que la Russie vient d'autoriser un train à haute vitesse avec le Japon, un contrat qui est un peu surprenant. Et puis, ils ont aussi leur projet d'oléoduc. Et donc, qu'est-ce que serait l'objectif? Ce serait de réunir l'Alaska et la Russie pour éventuellement deux scénarios. Un scénario où les États-Unis seraient connectés à la route de la soie, la nouvelle route de la soie, ou, si les choses tournaient mal, la Russie aurait son alliance avec les États-Unis pour exploiter les différentes ressources et le marché des Amériques. Alors, on voit que, quand je vous dis les alliances se font et se défont, alors il y a de la concurrence, et là, la Russie se place dans une position où elle sera en mesure de choisir avec qui elle travaillera. Donc, dépendamment de la tournure des événements, eh bien, elle pourrait faire le choix de pencher du côté des États-Unis. Et puis, sinon, ben, elle sera en position d'être le trait d'union entre la Chine et les États-Unis dans la nouvelle route de la soie. Et ce que l'on est en train de voir, c'est que là, avec cette nouvelle route de la soie-là, qui va chercher de l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, excusez-moi, jusqu'en Orient, en remontant vers la Russie,
en descendant par le Yukon, eh bien, il y a aussi toutes les routes qui avaient été définies en vertu de le tout premier accord qu'il négociait pour le libre-échange entre le Canada et les États-Unis, ce que tu nous mentionnais à l'époque, il y a quelques minutes, là, l'Amero, alors qu'on voulait créer une monnaie unique. Bon, mais à l'époque, il n'y avait pas juste une monnaie unique qu'on avait créée, il y avait toute une série de routes et de territoires de connexion par train et par routière, là, alors qui avait été dessiné. Et c'était extrêmement intéressant de constater qu'il y avait deux villes importantes au Canada qui étaient déjà prévues pour ça. Il y avait Edmonton et Winnipeg. Winnipeg allait être un des points importants pour une route qui allait passer du Mexique, qui allait monter en passant par Dallas et puis Oklahoma et tout ça. On montait jusqu'à Winnipeg. Et de Winnipeg, ben là, ça devenait un centre de distribution. Puis à Edmonton, eh bien, c'est celle-là qui allait se connecter, on va le voir à la carte suivante, qui allait se connecter évidemment en Alaska. Et voilà, c'est sur la carte qu'on voit ici. Et puis si on descend, on le voit très bien, et cette route-là, ça l'appelle le Canamex pour Canada, Amérique, États-Unis. Et c'est la ligne qui part, le prolongement, c'était le Alaska Highway, et c'est celle-là que Donald Trump a annoncé, cette autoroute-là, et qui part de Fairbanks, et qui descend, passe par Edmonton, Calgary, et par la suite qui descend jusqu'en bas, jusqu'au Mexique. Alors, on voit que tout est en train de se placer, de se positionner pour cette nouvelle économie, ce nouveau monde qui est en train d'émerger, là. Oui. Ça me rappelle certaines prophéties qui nous disent « the race for the race », la couche de la race, race en anglais, la race, la couche, race for the race. C'est sûr que la race blanche est mieux de faire corps, donc les blancs russes et les jaunes seront plus ensemble à un moment donné. Ça, c'est dans une autre génération, on sera plus là depuis longtemps. Mais tout se met en place pour préparer une 4e guerre mondiale un jour. Là, on va essayer de régler la 3e guerre qui est en cours, mais qui est chimique et bactériologique, mais de façon à ce que on reset, comme tu disais. D'ailleurs, à Davos, au mois de janvier 2021, c'est The Great Reset. C'est le début du réinitialisation économique, politique, militaire, industrielle, tout va y passer, là. Exactement. Ouais. Alors, c'est le thème de la prochaine rencontre. Oui, de janvier, là, à Davos. Ouais. Et nous, ça fait déjà 2 ou 3 ans, et peut-être même plus, là, qu'on en parle, que ce sont des choses qui s'en viennent. Et puis, une autre nouvelle liée à tout ce qu'on vient de parler, c'est l'ordre exécutif, encore une fois, du président des États-Unis, qui fait en sorte qu'ils vont acquérir des actions pour prendre le contrôle d'un plus grand nombre de compagnies minières. Alors, je viens rattacher tout ça avec le Canada. Le Canada, comme on le voit, pourrait devenir un pays extrêmement prospère. Comme on voit les deux grands pôles, les deux grandes factions qui s'affrontent. Oui, mais c'est comme les Arabes, là, je veux dire, souvent dans les grandes villes arabes modernes, là, ultramodernes, là, à Dubaï, là, puis tout ça, tu t'aperçois que c'est des émirs qui sont très, très riches. Mais les autres Arabes, ils continuent à faire l'élevage des chameaux. Puis, je suis très content que tu soulèves cette question-là, parce que ça s'attache, cette question-là se rattache à une autre que tu as soulevée dans le passé avec d'autres invités et avec moi-même. Qui est aussi une tâche. Comment? Et qui est aussi une tâche qui entache beaucoup de monde. C'est celle du revenu minimum garanti. Alors, qu'est-ce qui se passait en Arabie Saoudite? Eh bien, il y avait une redistribution de la richesse. Évidemment, plus tu étais proche de la famille royale, tu avais un plus gros chèque, tu avais des millions de dollars. Quand tu étais plus loin dans ton rang dans la société, tu avais quelques dizaines de milliers de dollars, mais c'était des dizaines de milliers de dollars. Oui. Alors,
qu'est-ce qu'on voit depuis le début de la crise, c'est qu'on sent très bien qu'au Canada et dans d'autres pays, là, on tente de mettre en place le revenu minimum garanti. Ah oui? Ça fait partie, là. Ça fait partie les chèques qu'on nous envoie pour rester à la maison. C'est des pratiques, ça, on le tente, c'est des tentatives, voir comment ça va réagir, comment les gens vont prendre des initiatives ou ne prendront pas d'initiatives suite à ces revenus-là qui rentrent, alors que vous restez à la maison, on vous dit restez à la maison, on vous envoie un chèque. Alors, sous le même concept, pour que les gens acceptent que le Canada devienne un grand pourvoyeur de ressources naturelles, il est fort à parier que le revenu minimum garanti sera introduit au Canada. Et connaissant les Canadiens, je suis certain que la plupart d'entre nous diront 50 000 $ par année ou 60 000 par individu, on est très content de recevoir ça. Et puis, on ne s'opposera à rien, puis on va laisser nos sols être exploités, puis on va tenir ça mort, comme on dirait chez nous en québécois. On va devenir des... C'est Félix Leclerc qui disait, si vous voulez tuer un homme, payez-le à rien faire. Ben, tout à fait, tout à fait. Alors, donc, d'un côté, les gens seront choyés au Canada parce qu'ils auront ce qui semblera un beau montant d'argent qui, on nous dira probablement, sera indexé au coût de la vie ou en fonction de la demande des matières premières, etc. Ce qui fera en sorte que le montant de départ va toujours diminuer au fur et à mesure que le temps passera. Là. Le montant sera... Parce que l'inflation ne tient pas compte du coût réel, des coûts réels d'augmentation des produits et des services. Parce les intrants pétroliers, les coûts de pétrole ne sont jamais tenus en compte dans l'inflation, quand on calcule l'inflation. Alors, quand on a une grande montée du coût du pétrole, puis là, tout se trouve à augmenter, ben ça, c'est jamais compté, ça, dans l'inflation. Il y a un panier qu'on tient compte dans l'inflation, et puis c'est celui-là qu'on applique. Et c'est pour ça qu'on a toujours l'impression que tout coûte plus cher et qu'il nous en reste moins dans nos poches. Ce qu'on appelle le panier d'épicerie, là. Oui, mais d'autres items, là, comme le logement, etc. Okay. Alors, quand on se dit, ben coudonc, notre salaire est indexé au coût de la vie, comment ça que notre pouvoir d'achat diminue? Ben, outre les impôts, c'est à cause de ça. Je donnais l'exemple à quelqu'un dernièrement. Quand je suis arrivé en Floride en 2003, le coût de l'essence était de 99 sous du gallon. Au pire de la crise, dans les dernières années, là, il a monté jusqu'à 5 $ du gallon. Et là, en ce moment, il est à 2 $ du gallon. Donc, mettons, là, sur une période d'environ 15 ans. Le gallon, pour les Français qui nous écoutent, ou même au Québec, c'est à peu près 4 litres. C'est ça, environ. Alors, mais ce qui est important de remarquer, c'est sur cette période-là, on a eu une pointe qui est montée, là, on est redescendu à 2 $. Donc, qu'est-ce que vous connaissez, vous, là, dans votre vie, qui a doublé de prix comme ça, qui est passé de 1 $ à 2 en une quinzaine d'années? Puis là, on a eu une pointe, puis ça a redescendu, là, mais votre salaire a-t-il doublé comme ça? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres produits et services qui ont... Votre avocat, votre comptable, est-ce qu'il a doublé ses tarifs? Oui, il y a des produits probablement, là, le lait, des choses assez basiques même. Mais doubler en 15 ans, là, c'est pas beaucoup, là, 15 ans. Oui, c'est vrai. Et puis là, on prend juste où est-ce qu'il est aujourd'hui. Là. On oublie qu'il y a eu une pointe là, jusqu'à 5 $. Là. Oui. Donc, on voit que c'est indépendant. Hein? On voit que le pétrole est comme indépendant de ce qui se passe dans la réalité de tous les jours. Parce que c'est spéculatif. C'est ça. C'est comme l'or, c'est comme les bitcoins, 20 000 $, un bitcoin qui valait 30 $. D'un coup, puis là, il est redescendu à peu près à 8 000 $, là, le bitcoin.
Donc, Oui. revenons à notre question d'aujourd'hui. Alors, dans les 20 prochaines années, les Canadiens risquent, sur le plan matériel, d'être bien pourvus. Si ce scénario-là, de toute façon, on semble que d'un côté ou de l'autre, il y aura une demande pour les ressources naturelles du Canada. La question, c'est justement... Oui, le plan Pardon? Nord, là, le plan Nord de l'époque de Charest, Oh, là, qui oui, était premier ministre du Québec libéral. exactement. On a vu arriver les Chinois. Puis en Catimini, les Chinois sont encore là. Et puis ils sont même Absolument. très, très actifs en Colombie-Britannique, au nord du Québec. Il y a plein de choses qui se passent là. Les Chinois, ils ont même leur propre armée chinoise qui vient ici contrôler ce qui se passe, soi-disant, pour contrôler les Chinois qui viennent travailler ici. Oui, mais c'est des Tout à problèmes. fait. Donc ce que tu disais tout à l'heure, c'est vers là où j'allais. Payer à rester à la maison, payer à rester à rien faire. Alors, est-ce que c'est le type de société que l'on veut avoir? On le voit bien là dans la COVID. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des montants d'argent qui sont restés chez eux. Moi, j'en connais qui en ont profité pour justement lancer des petites business, que ce soit petite, là, pas dans un sens péjoratif, là, mais dans le sens de petite entreprise. Là. Alors, qu'est-ce qui ressortira de ce fameux revenu minimum garanti-là? Et là, c'est toute la grande question. Est-ce qu'on saura en faire bon usage collectivement, là? Et est-ce que, à la base, dans les écoles, on préparera la jeunesse à devenir entrepreneur, avoir ce concept dans leur tête, au lieu d'être des esclaves qui vont travailler pour d'autres ou qui vont avoir à rendre des services. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Ils vont devenir des services dans la société. On en a besoin dans les CHSLD, là. On n'a pas besoin des entrepreneurs, on a besoin des gens qui vont être utiles, proches d'un être humain, l'aider, de subvenir à des besoins élémentaires, mais aussi essentiels. Et les autres qui sont entrepreneurs, on n'a pas besoin de 10 000 chefs indiens. Quand on dit, là, ça prend pas tous des chefs. Ça prend des leaders, puis ça prend des gens de service. Alors, tout ça va être proportionnel. J'imagine que celui qui a son petit revenu minimum garanti, puis qu'on y en enlève, s'il va travailler pour gagner un peu d'argent, ben il va aimer mieux rester chez eux puis pas rien faire. Non, mais Mais si on y en donne plus parce qu'il rend des services, ça devient intéressant. Alors, le concept de revenu minimum garanti, Richard, c'est qu'on ne te l'enlève pas. Il est garanti. Alors, si toi, tu as de l'initiative, tu es récompensé pour. Okay. Mais la contrepartie de ça, quand tu as un revenu minimum garanti, il y a un phénomène d'inflation. Parce que tout le monde sait que tu en as X dans tes poches. Avec tout le monde essaie de monter les prix pour aller t'en arracher un peu plus. Bien, l'hyperinflation qui va arriver en janvier, là, on va s'apercevoir que parce qu'on a eu de l'argent, mais les produits vont devenir de plus en plus rares sur les tablettes. D'ailleurs, on le voit déjà au Québec. On arrive dans des magasins où il manque du matériel sur les tablettes ou même dans des réfrigérateurs. Comme me dit Marc Lapelle, qui est un habitué, c'est un homme d'affaires, il me dit, écoute, il dit, si tu vois le fond du frigidaire où il y avait des fromages, puis que là, il y a la moitié du long frigidaire, il n'y a rien. Oui, mais ça, c'est pour une autre raison, Richard. Oui. Ça, c'est à cause des fermetures dues à la COVID. Puis pas rien que ça, c'est que les frigidaires dans les magasins comme chez Métro, les espaces sont loués à des fabricants de fromage, mettons. Oui. Alors, si la fabrique n'en fabrique plus à cause du COVID, comme tu dis, manque d'employés, manque de ressources, etc., Exactement, ils ne fournissent plus le fromage, ils n'ont pas le droit de mettre dans ce magasin-là d'autres produits dans l'espace frigidaire qui est loué par telle compagnie. Alors, c'est fou, mais c'est... Ouais. Tout à fait. Mais alors oui, il y a des pénuries, mais elles sont liées au fait que l'inactivité économique. Si on rouvre, si on permet aux entreprises d'être actives à nouveau, alors là, revenons à notre scénario où le Canada est généreusement compensé pour ses ressources. Si on ne favorise pas l'entrepreneurship, ben on aura le minimum garanti, mais on n'aura rien de plus. Alors, c'est
c'est toute là la question, c'est qu'est-ce qu'on fera de cette abondance-là? Là, on est devant un scénario très positif. Et est-ce qu'on aura développé la classe entrepreneuriale pour profiter? On voit qu'en Arabie Saoudite, ils le font maintenant sur le tard. Ils ont moins de ressources pétrolières qu'ils en avaient. Quand ils ont essayé de privatiser Aramco, on en a parlé sur ton émission, la privatisation était un échec parce qu'ils se sont rendus compte que les réserves étaient moins grandes que ce qu'ils avaient anticipé. Oui, oui. Donc là, il y a comme une course effrénée pour créer de l'entrepreneuriat dans ce pays-là. Il y a eu comme une ouverture, on a permis aux femmes de conduire, etc. Puis il y a comme une volonté très rapide de développer et d'attirer des entrepreneurs d'un peu partout à travers le monde. Est-ce qu'on aura la même sagesse au Canada? Ça reste à voir. Est-ce que c'est un avenir glorieux pour le Canada ou est-ce que c'est même pour le monde entier, cette histoire d'exploiter les ressources naturelles, acheter la paix en payant le monde qui pourrait critiquer puis dire écoutez un peu, là, on arrête cette machine-là, là, on va complètement exploiter la planète Terre. À un moment donné, on est déjà rendu au mois de juin, début juillet, à avoir exploité suffisamment les ressources naturelles pour dire à partir de maintenant, ce qu'on va continuer à exploiter de la Terre ne sera pas renouvelable. Donc, assez rapidement, on va surexploiter la planète, qu'on va être en famine, la famine, entre autres. Puis les ressources naturelles. Il n'est pas temps qu'à un moment donné, on devienne assez intelligent pour se rendre compte qu'on devrait développer des technologies, développer des nouvelles façons. On le sait très bien, j'en ai parlé dans une émission la semaine dernière avec Alain Niala, la Pierce Arrow, la fameuse automobile 1931, lui, il faisait marcher une auto avec de l'énergie de l'éther. Pas de pétrole, pas d'eau, c'était juste l'énergie ambiante avec une espèce d'antenne hélicoïdale, comme une espèce de pizza, grande comme une pizza ronde, avec un fil, un serpentin qui faisait comme une spirale dans un sens puis dans l'autre sens. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la tête des humains. Ils regardent juste à la longueur du bout de leur nez pour dire hey, on va gagner ça. Puis demain matin, qu'est-ce que c'est qui va rester? Oh, on s'en fout, on ne sera pas là. Les technologies sont là, Richard. Ben oui, mais ils ne les donnent pas à la population, ils les laissent pas. Il y a environ un an, j'ai dit dans une des émissions, le choix est fait et on continue avec les énergies, les hydrocarbures. Ça, je me souviens très bien de vous l'avoir dit. Peut-être que Gilles se souviendra. Ils veulent abolir le plastique. Là. Ils veulent abolir graduellement le plastique ici au Québec. On ne sait pas si dans le reste du monde ça va être pareil. L'Islande aussi, Geneviève, là, c'est simple. Il y a un agenda planétaire qui est en train de se mettre en action. Et on veut éliminer beaucoup de monde, parce que justement, si on donne des petits cadeaux à tout le monde, ben moins il y en aura de monde, moins on aura de petits cadeaux à donner, puis ça va être peut-être plus facile à gérer, puis ça va exploiter moins, étant donné qu'il y aura moins de consommateurs. Alors, à un moment donné, on va peut-être trouver un équilibre en disant, on garde les 500 millions d'êtres humains vivants, les autres, il n'y en aura plus d'autres. Où il y aura des classes. C'est une des factions qui pense comme ça. Mais le problème se règle de lui-même. Hein. Plus le niveau de vie augmente d'une population, plus le taux de dénatalité augmente. Moins il y a d'enfants. C'est ça, il atteint un équilibre. Et même, on arrive à un point négatif. On le voit en Europe, au Canada, aux États-Unis, que ça bascule à un moment donné, puis on tombe dans le négatif. Et ce que peut-être vous ne savez pas, en Chine, il est maintenant très près d'être négatif s'il ne l'est pas. Là. Ah oui, puis ils n'imposent plus la naissance, seulement un enfant par couple. Là. Ils laissent aller libre, et malgré ça, il y a une baisse de natalité. Exactement. Et puis, comme ils l'ont vécu au Japon, la Chine est en train de vieillir de façon accélérée. Oui. Donc, on entend toujours parler des côtés positifs de la Chine, puis dans nos médias conventionnels, on critique toujours les États-Unis ou le monde occidental. Pour nous, au Canada, c'est les États-Unis. En Europe, c'est la communauté européenne. Mais la Chine, ils ont des gros problèmes aussi. Là. Faut pas penser que
la vie est formidable. Non, je veux dire, on n'en vit pas du tout. Je pense pas qu'il y a de Québécois qui voudraient aller vivre en Chine à cause du système social et politique. Exactement. Ah ouais. Et c'est ça. Donc, parce que tout le débat en ce moment aux États-Unis, c'est que fondamentalement, le Parti démocrate veut un rapprochement avec la Chine parce qu'ils ont des intérêts économiques, alors qu'on nous laisse croire que les républicains, eux, n'ont pas d'intérêt avec la Chine, alors que, dans le fond, ils ont un intérêt mondial, global. Ils ont intérêt à ce que la business, ça tourne. Dans le fond, les États-Unis, là, avant toute chose, c'est un pays pour faire des affaires. C'est ça qui compte pour eux autres. Alors, le meilleur système qui permettra de faire des affaires sera celui qu'on poussera à la population. Donc, un système axé uniquement dans les relations avec la Chine ou qui fait que la Chine est un pays qui domine, c'est pas intéressant pour les États-Unis. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance. Alors, actuellement, c'est ce que vous voyez à l'écran, les États-Unis sont en train de redéfinir leurs alliances. Alors, ils ont le BRICS que vous avez entendu parler est à toute fin pratique terminé. Alors, la nouvelle alliance qui est Quad, mais qui est Quad dans le sens de 4, Quad plus même. Alors, c'est qui? C'est, on nous dit le Japon, les États-Unis, le Japon, l'Inde, et puis on parle de l'Australie. Moi, je ne crois pas que l'Australie fait vraiment partie de cette alliance-là à cause de la renaissance du Commonwealth et son alignement avec la Chine. On a vu que l'Angleterre, le Royaume-Uni n'a pas protesté ce qui s'est passé à Hong Kong, les manifestations à Hong Kong, et les pays membres du Commonwealth sont très répressifs, hein, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et c'est très aligné dans leur stratégie avec la Chine. Et ça, à très peu d'endroits vous en entendez parler, mais il semble y avoir une alliance qui est en train de se former ou qui est déjà forgée avec la Chine. Et pendant ce temps-là, les États-Unis, eux, font leurs alliances stratégiques avec d'autres pays, donc ceux que je vous ai parlé, mais on pourrait rajouter probablement le Mexique. Il semble qu'au cours des derniers mois, le Mexique ait basculé de sa relation avec la Chine pour revenir dans une relation avec les États-Unis. Et puis, on pourrait ajouter quelques pays d'Europe de l'Est à ça, et sans compter probablement l'Afrique du Sud, donc et d'autres pays. Parce que, faut pas se cacher, moi, quand j'ai fait des affaires dans les Caraïbes, les Chinois, là, on va se dire franchement, ils sont détestés. Ils sont détestés partout où ils passent. Pourquoi ils sont détestés? Bien, parce que les populations comprennent rapidement que les Chinois, quand ils arrivent avec un projet quelconque, un projet d'infrastructure, parce que c'est toujours des projets d'infrastructure qu'ils financent dans tous les pays. Pour aller chercher les ressources naturelles du pays. Bien sûr, ou des positions stratégiques. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les Chinois? C'est qu'ils amènent leurs équipements, leurs matériaux et leur main-d'œuvre. Et ça va très loin, ça va même à ce qu'ils fassent pousser leurs propres aliments sur le site où leur population réside. On l'a vu dans les Caraïbes. Et quand ils ne font pas pousser les fruits et les légumes sur place, eh bien, ils les importent de Chine. Ils les achètent même pas localement pour encourager l'économie locale. Donc, très rapidement, alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens des instances gouvernementales qui signent les contrats, qui sont tout contents, tout fiers, on va avoir un nouvel aéroport, un nouveau port, un nouvel hôpital, un nouvel hôpital, des nouvelles autoroutes. Un hôpital, etc. Ah ouais. Alors là, ils se vendent de tout ça dans les journaux, tout ça. Mais là, quelques semaines après, le projet commence, la population se rend compte de ça. En plus d'être piégée avec la dette de cette infrastructure-là, qui est la stratégie chinoise, ils attachent les pays avec les dettes, alors que les États-Unis les attachaient avec des bases militaires et la menace kinétique, là, des bombes et tout ça, ouais. Eh bien, eux, et des assassinats politiques, etc. Mais la Chine, eux, ils font ça autrement. Ils vont s'emparer de positions stratégiques et puis ils exercent leur droit de reprendre possession si le pays fait défaut. Et ça, on l'a vu dans quelque part
port P-O-R-T, là, pas quelque part Comme en P-A-R-T. Grèce. Oui. Alors, oui, mais je pense surtout en Afrique et où ils ont repris au moins 2 ports. Et puis... Ils ont repris le port du Pirée en Grèce. c'est possible, je n'étais pas au fait de celui-là, mais c'est possible. Ils en ont tellement repris d'infrastructures comme ça. Et donc, on se rend compte que les États-Unis et leurs pays alliés, là, et il ne faut pas oublier le Brésil, hein, tantôt dans la liste des pays importants qui sont associés là. Alors, ce qu'on voit, c'est que des États-Unis jusqu'en bas du continent, jusqu'au Brésil, c'est pratiquement chose faite, là. Il ne reste que comme le Canada qui est chancelant, dans quel groupe il sera. Est-ce qu'il sera avec la Chine ou est-ce qu'il sera avec les États-Unis? Il n'y a pas le choix, il est avec le Commonwealth. Il est avec le Commonwealth en ce moment, mais je vous ai déjà dit que les choses pouvaient changer parce qu'il y avait des différents mouvements sécessionnistes. La couronne ne sera pas très contente et on va goûter aux fruits de la couronne, Corona. Bien, ça, oui, c'est intéressant que tu le soulèves parce que là, on dévie un petit peu, mais ça a un lien. Moi, j'inviterais nos auditeurs à aller voir un site qui s'appelle American Intelligence Media. Je vous l'envoie en ce moment, là, pendant qu'on se parle. Okay. Et eux, ils ont fait toute l'étude du dossier du coronavirus, mais d'un point de vue qui est celui de la couronne et les relations entre le Royaume-Uni et la Chine et le laboratoire à Wuhan. Alors là, ici, c'est leur première page. Je rentrerai pas dans les détails. Allez, faites le survol du site. On met en évidence une organisation privée qui s'appelle CERCO, S-E-R-C-O, qui obtient des contrats, des gros contrats gouvernementaux et dans différents secteurs, contrôle de port, contrôle d'aéroport, service de 911, etc. Et on explique comment aussi certaines compagnies pharmaceutiques avaient des relations avec les laboratoires en Chine. Disons que c'est l'histoire que tu as comme ouvert la porte, mais je ne souhaite pas qu'on s'engage plus sur ce terrain-là parce que c'est vraiment un terrain glissant pour les Canadiens. Quiconque qui est citoyen canadien qui se met sur ce dossier-là se met la tête sur le bio, comme tu l'as dit, parce que... ou dans la guillotine. Ou dans la guillotine, oui, c'est ça. Oui. Parce que, véritablement... on s'engage sur le terrain de la sédition. OK. C'est incontournable. Haute trahison, même. Haute trahison, c'est ça, exactement. Oui, c'est une autre tradition aussi, là. Oui, c'est une autre tradition, c'est ça. La reine d'Angleterre, oui. Qu'est-ce que tu en penses des tumultes dans la famille royale? On entend parler plein de choses actuellement, que la reine ne serait pas celle qui devrait être sur le trône. Il y a une espèce de bonhomme qui est apparu de nulle part, mais qui serait de la fesse gauche et qui aurait droit d'être... On a enlevé les armoiries de la reine d'Angleterre sur le palais de Buckingham. Oui, mais ça, c'est un truc qui s'est avéré faux, là. Ça, c'était fake news. Cependant, les origines de comment la présente famille royale est arrivée au pouvoir, là, il y a toute une série d'historiens, un groupe d'historiens qui remettent ça en question, là. Ouais. Ça, tout à fait, c'est connu, c'est public, mais de là à devenir quelque chose sur lequel les gens prendraient action, c'est toute une autre histoire, là. Mais pourquoi je vous parle de ça? Bien oui, c'est dans le cadre que les alliances se font et se défont. Et de la même façon qu'aux États-Unis, il y a une lutte de pouvoir entre ce qu'on appelle le deep state, l'État profond, savoir qui émergera gagnant, là. Est-ce que ce sera le groupe dont Trump est le porte-parole, j'ai bien choisi mon terme, ou bien ce sera un autre groupe? Bien, c'est la même chose en Angleterre. Il ne faut pas penser que tout est toujours uni
et tout le monde est heureux comment sont les choses. Et puis, ils sont opportunistes. Ils sont aussi opportunistes que les autres. Si les États-Unis réussissent à leur nouvelle stratégie, leurs nouvelles alliances pour isoler la Chine, bien qui dit que l'Angleterre ne se joindra pas à la nouvelle structure américaine. Ah oui, OK. Attends une minute, Geneviève, il faut qu'elle fasse une coupure. Alors, tout ça pour dire, Oui. soyez accueillants, puis ayez bon cœur avec ceux qui sont pas, comme je l'ai dit l'autre fois, aimez les autres, là, même s'ils pensent pas comme vous, c'est les gens, vos amis, votre famille, Oui. puis ils vous rejoindront quand ça sera le temps. Il y a de plus en plus de monde qui s'en rendent compte. Hey, on entend des oiseaux, c'est pas des oiseaux dans une oui. cage, hein? Non, c'est fabuleux ici. Alors montre-nous donc le beau paysage, il a changé l'éclairage a changé pour la fin d'émission comme ça avec Alors à bientôt Richard. À bientôt, merci À bientôt beaucoup, tout le Jean. monde. Ah, le soleil descend à l'horizon, on voit bien que ça s'obscurcit. Mais c'est beau, il fait chaud, hein, actuellement chez vous, là. Ah, tout à fait. J'ai hâte d'aller prendre mon verre d'eau. Oui. Alors, merci et à bientôt, Jean. Quand tu nous fais signe, on est là. En effet, nous retrouverons Jean de Flore à plusieurs reprises d'ici la fin de l'année 2020 sous la formule Jean dit. Nous venons de voir le Vidéorandia de la semaine qui suit le samedi 10 octobre 2020, directement de Mont-Saint-Hilaire tout en couleur d'automne, le numéro 41. Conception, animation et montage, Richard Glenn. Notre invité, Jean de Flore, observateur et analyste de la situation mondiale. Et vous savez, il y a un prolongement à cette rencontre réservé aux abonnés du club créé dans sa version privée pour les abonnés du mois d'octobre à la salle 20-10. Et ne manquez surtout pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible. Ici, le lien est juste en dessous du Vidéorandia, le premier commentaire épinglé. Version audio MP3 par Jean-François Poulain. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. Recherchiste Louis Ferland. Et à la régie, Spirale. Voici quelques suggestions en rapport avec le contenu de cette rencontre aujourd'hui avec Jean de Flore, et évidemment. Un pouce en haut, c'est très apprécié de la part de toute notre équipe, vous savez. Merci et au plaisir.